il y a 12 étoiles sur le drapeau européen. Et quoi? Les 12 premiers. Les 12 premiers. Oui, c'est ça. Mais c'est les 12 premiers. Exactement. Les 12 premiers qui ont signé en 1993. Aujourd'hui, il y en a 28. Ça a été clair entre eux que ce drapeau-là va rester le drapeau de l'Union européenne, même s'il y en a 28 aujourd'hui. Ils ne vont pas ajouter plein d'étoiles. Donc, ici, une caricature qui fait une différence entre l'Europe et l'Union européenne en 1957 puis en 2007. La différence, c'est surtout, comme dans le contexte de la mondialisation, comme on a vu avec Oxfam, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à de plus en plus de pays et des individus qui ont de plus en plus de goût en matière, mettons, là c'est des boissons, comme par exemple ici, Ego, on a ici les pays qui demandent au départ un café, sont tous d'accord, mais avec le temps, ben, le café, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a plein de gens qui veulent plein de sortes de boissons, c'est juste ça. Il y a même quelqu'un qui demande de la vodka, puis une autre de la tisane. Donc, comment commence l'Union européenne? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, vous connaissez ce qui est arrivé avec les deux guerres mondiales. Il y a eu à peu près 80 millions de gens qui sont décédés. Et l'Allemagne était au milieu de tout ça, au milieu de ces guerres-là, puis le reste de l'Europe aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale? C'est que l'Europe était complètement décimée, complètement, grandement décimée. Puis il y a plusieurs pays, comme la France et la Belgique, et d'autres pays qui se sont mis ensemble, qui ont été voir l'Allemagne, qui se sont dit, là, il faudrait qu'on fasse en sorte que nos pays soient plus... on pourrait les réparer, puis en même temps maintenir la paix. Fait qu'on va faire un accord économique. Et cet accord économique-là, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. À ce moment-là, c'est des traités de libre passage économique et d'échange, à la fois pour les ouvriers et pour les produits, charbon et l'acier, qui sont vraiment essentiels. Le charbon pour les trains et l'acier pour la reconstruction des infrastructures. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça s'est mis à marcher cet accord-là a fonctionné vraiment bien. Et ils se sont dit, là, il y a d'autres pays qui se sont ajoutés, comme mettons l'Italie, qui se sont ajoutés, ils se sont dit qu'on pourrait aller plus loin que ça et devenir un accord économique plus grand. Faire de l'économie pas juste sur le charbon de l'acier, mais aussi sur plein de produits dans lesquels on est spécialisé. À ce moment-là, c'est surtout économique. Et en 1993, ça devient... ça c'est une évolution. Une évolution de l'Union européenne à travers les années. Comme on voit au début, là, sont en 57, là, sont pas beaucoup. Donc, l'Union européenne commence en 1993. À ce moment-là, ils ont décidé d'aller plus loin que l'économie, puis d'arriver dans la politique et l'idéologie. C'est tous des pays démocratiques et ils décident d'avoir des politiques similaires pour pouvoir mieux fonctionner ensemble. Et il faut aussi savoir que quand ils sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné, comme j'ai dit tantôt, les endroits étaient comme tout détruits, puis l'économie allait un peu mal, puis il y avait besoin de reconstruire. Il fallait aussi qu'ils fassent compétition avec les pays qui sont émergés de la Deuxième Guerre mondiale, comme des pays riches comme la Russie et les États-Unis. Et vous avez sûrement déjà parlé de la guerre froide, mais à ce moment-là, l'Europe, chaque pays individuellement, ils savent qu'ils n'ont pas de chance pour faire la compétition avec ces gros États-là qui sont rendus vraiment forts. Fait qu'ils décident de se mettre ensemble dans l'économie pour pouvoir faire en sorte, pour pouvoir compétitionner. Puis en 1993, étant donné que tout ça a vraiment bien fonctionné pendant la guerre froide, bien, ils ont décidé d'aller plus loin, puis d'aller justement, comme j'ai dit, dans la politique. Puis à ce moment-là, bien, aujourd'hui, ils font surtout compétition avec encore les États-Unis et la Chine. Là, on est en droit de se demander est-ce que ça fonctionne. Dans la vidéo, il a dit que ça fonctionnait. Mais là, c'est une définition de l'Union européenne. C'est une association volontaire d'États européens dans les domaines économiques et politiques afin d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Ce que vous devez surtout retenir, c'est que c'est une association volontaire d'États européens. C'est volontaire. C'est-à-dire que avant de rentrer dans l'Union européenne, le pays demande à son peuple, OK, on fait un vote, comme un référendum, on fait un vote, est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Puis, comme mettons la Norvège, ils ont dit non, ils
sont pas rentrés. Et ben là, les pays qui sont dans l'Union européenne ont nécessairement tous accepté. Et là, est-ce que ça a fonctionné? On a ici une différence entre l'Union européenne et les États-Unis. Comme ici, on peut voir, ils ont une superficie de la moitié à peu près des États-Unis. Ils sont moitié moins grands. Ils ont une population un peu plus grande, et les autres, ils ont 500 millions d'habitants, et les États-Unis ont 320 millions. Ils ont un peu plus d'habitants, et ils ont un peu plus de PIB. Le PIB, quelqu'un sait c'est quoi? C'est bon. C'est en gros l'argent que l'État fait en un an. L'argent qu'ils sont capables de faire. Là, c'est un peu compliqué à dire, les NDS, c'est milliards, mais ils font 18 000 milliards. C'est milliards, mais 18 000 milliards. C'est vraiment beaucoup d'argent. Ils font à peu près 1500 plus que les États-Unis. Et bien oui, vous allez dire qu'il y a une population plus grande, oui, mais en même temps, comme on disait, le but c'est de faire compétition avec les États-Unis, parce que c'est plusieurs pays ensemble. Les États-Unis, c'est un seul pays qui fait tout cet argent-là, 16 000 milliards. Donc, ils arrivent ensemble à compétitionner avec les États-Unis. J'ai mis deux autres pays pour donner des exemples. Le Canada. Nous, au Canada, ben, on a une plus grande superficie que les États-Unis, mais tu sais, on a 37 millions d'habitants au lieu d'avoir 320 millions. Et étant donné qu'on est beaucoup moins, ben, on fait 1000, ben, quasiment 2000 milliards de dollars. Et là, on a un autre exemple encore plus grand, la Chine, qui a une superficie similaire aux États-Unis, c'est-à-dire le double de l'Union européenne, mais qui ont 3 fois plus d'habitants, presque 3 fois plus d'habitants, et ils font quasiment 2 fois moins d'argent par année, 10 000 milliards. Donc là, qu'est-ce que ça donne? C'est que, on peut se dire que par habitant, les gens ont nécessairement beaucoup plus d'argent que par habitant en Chine. En Chine, une personne est souvent très pauvre comparée à une personne vivant. Donc après, l'Union européenne se repose sur des fondements. Il y en a 3, sur des piliers en fait. Le premier pilier est fondé sur justement les 3 communautés. Les 2 qu'on a vu tantôt, la communauté de le charbon et du fer, et ensuite la communauté européenne. Et la communauté européenne de l'énergie atomique. En gros, dans la communauté européenne, il y a le charbon et l'acier qui est dedans. Et dans la communauté européenne, dans l'Union européenne, il y a la communauté européenne. C'est un peu comme l'arbre est dans ses feuilles. Là, les 3 sont un dans l'autre. Et il y a aujourd'hui, plus récemment, la communauté européenne d'énergie atomique. Ça s'intéresse pas tant à l'énergie nucléaire comme l'armement, mais ça s'intéresse plutôt à l'énergie nucléaire comme façon d'utiliser l'électricité dans leur pays. Comme en France, 70% de l'électricité, c'est d'énergie nucléaire. Donc là, pour éviter des accidents comme à Tchernobyl ou à Fukushima, ben, ils se sont mis ensemble pour être sûr que les normes soient bonnes et qu'elles fonctionnent, et éviter des accidents. Ensuite, deuxième pilier. Le deuxième pilier, ça concerne les politiques étrangères de sécurité commune, les douanes. On va en parler un peu plus tantôt, mais c'est pas mal sûr, je vais en parler plus tantôt. Le troisième pilier. Et on n'en parlera pas beaucoup, mais c'est pour démontrer que sur le plan policier, judiciaire et policier, ben, ils font beaucoup de coopération. C'est-à-dire qu'un policier qui travaille aux États-Unis, ben, il peut aller aider à d'autres endroits qui ont vraiment besoin de lui à travers l'Union européenne. Et ben, aussi pour faire en sorte que, sur le plan des lois, ben, ils soient pas mal similaires là, dans l'Union européenne. Il ne faut pas que quelqu'un qui habite, je ne sais pas trop, là, en France, là, ben, qui change de pays, qui est dans la zone de l'Union européenne, ben, qu'il soit soumis aux mêmes lois, qu'il ne soit pas trop surpris s'il voyage. Donc, les droits communautaires. C'est en fait des droits que les pays qui rentrent dans l'Union européenne de façon, comme je dis, volontaire, ces gens-là, ces pays-là, ils font en sorte qu'ils doivent céder une partie de leurs lois, de leurs droits, de leur contrôle sur leur pays à l'Union européenne pour que tous ces pays-là, une fois tous ensemble dans l'Union européenne, aient les mêmes lois. Ces lois-là, ces domaines de droit-là, on appelle ça des domaines d'intervention. Il y en a plusieurs. Transactions économiques, consommation, environnement, politique sociale.
sociale, formation, droits des citoyens. Là, ben, je vais prendre la formation comme exemple. Est-ce que quelqu'un va dans la police ici? Va aller dans le domaine de la police? Non. Et toi? OK. Est-ce que tu sais si, toi, au Canada, au Québec, est-ce que une fois que tu auras fini ta formation de policier, est-ce que tu vas pouvoir aller travailler en Ontario? Non, tu ne peux pas. Tu peux pas. Ben, en Union européenne, admettons que tu es un policier de France, mais tu vas aller travailler en Allemagne. Parce que, justement, comme on a dit tantôt, ils veulent coopérer avec ces domaines-là. Fait que sur certains emplois, tu peux, dans plusieurs domaines d'emploi, ils ont la même formation partout dans l'Union européenne. Ils essayent. Puis, oui. Il y a des métiers comme, exemple, enseignant sans frontières, tu peux faire ça. Police, tu peux pas faire ça. Ben, À moins que tu sois dans le GRC. Non, ouais, ça, la GRC, c'est fédéral. Les formations sont J'aimerais pas les bien en mêmes. savoir. Là. Les formations sont pas les mêmes. Ah, non, c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais. Exactement, les formations ne sont pas les mêmes. Fait que là, ben, ils essaient d'avoir les mêmes formations pour que tu puisses travailler d'un pays à l'autre. par rapport aux lois. Oui, c'est ça. Ouais, on a des lois différentes un peu. Prochaine étape, la souveraineté. Ce qui nous emmène à réfléchir à la question de la souveraineté. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la souveraineté? Oui. C'est quand un État est indépendant. Non, ben, je te donne un exemple. Bon, oui. Parce que, comme exemple, le Canada, par rapport au Royaume-Uni, on est souverain, on n'a plus rien à donner à. Ah oui, là, tu fais un lien avec la colonisation. Ouais. Genre, tu sais, avant, on était comme une colonie, puis. Ben, plus ou moins. Non, c'est pas ça. Je me dis qu'avant, c'était au Royaume-Uni à qui on devait tout. Puis là, je pense que c'est juste comme une figure de. C'était comme sa colonie. Ouais, c'est ça. Mais ben, c'est justement la souveraineté. J'ai une définition. On a une définition connue. Désigne le droit d'exercer l'autorité politique, législative, judiciaire et ou exécutive sur une zone géographique ou un groupe de peuples vivant en communauté. Grosso modo, le pays, l'État, il est chef sur son territoire. C'est ça la souveraineté. Puis là, ça nous emmène à une question que j'aimerais vous poser à vous, qui est est-ce que le principe de droit communautaire respecte le principe de souveraineté? Ça a une question à deux commentaires. Est-ce que le principe de droit communautaire? Parce que les droits communautaires, là, les droits que les pays devaient céder à l'Union européenne pour que tout le monde ait les mêmes lois. Non, ça va. Non, est-ce que ça respecte le principe de souveraineté? Non. Fait que non. Sauf que, justement, en réalité, justement, on pourrait appeler ça de l'ingérence à ce moment-là. Parce que l'ingérence, c'est le principe qu'un État agisse sur un autre État sans que cet État-là le veuille. Mais sauf que c'est ça, c'est pas de l'ingérence. Parce que, comme je vous ai dit au début, les gens qui sont rendus dans l'Union européenne, ça a été voté, c'est accepté, c'est voulu, c'est quelque chose de volontaire. Fait que, oui, ça le respecte, parce que c'est quelque chose de volontaire. C'est un peu comme quand on est en couple. On cède un peu de nos doigts là, entre individuels pour aller en couple, pour faire des choses ensemble. T'sais, je ne sais pas si vous voyez l'exemple. Le mariage, là. Bon, ben, je vous avais dit que je reviendrai sur la politique étrangère et interne. Chose que je vais vous faire un petit jeu de rien du tout. Je vais prendre les deux rangées du fond parce qu'il faut deux rangées qui ont les mêmes lignes qui ont la même quantité de gens. Pas tout tard. Non plus. Donc, j'ai deux crayons ici. Ce crayon-là, quand je vais te le donner à go, tu vas lire ce qui est écrit dessus. Tu ne le dis pas à tout le monde, tu le lis dans ta tête. Et après, tu le passes à ton voisin en arrière, toi, qui doit lire, toi aussi, tu vas devoir lire ce qui est écrit dessus, et le passer en arrière. Ah, après ça, non, j'ai écouté, ok. Tu vas être sûr que tu suives, là. Une fois que tu le passes en arrière, cette personne-là aussi doit lire ce qui est sur le crayon avant de le passer en arrière. Bon, vous avez compris le principe. Toi ici, ce crayon-là, tu vas lire ce qui est écrit dessus, tu le dis dans ta tête, puis après tu le passes en arrière, mais vous n'avez pas besoin de le relire. C'est juste lui qui a besoin de le lire. Vous êtes prêts? On va comprendre à la fin. 3, 2, 1, go! On a ça de vite. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est simple, hein? T'sais, ça va beaucoup plus vite. Là, ce que j'essaie de vous montrer, bon, vous aurez quand même tantôt. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que
la politique du libre-échange. Dans le contexte, ben, vous savez un peu c'est quoi le libre-échange? Ben, vous l'avez sûrement vu cette année. Dans le contexte de l'Union européenne, c'est que, c'est pour ça que j'ai mis cette caricature-là, c'est que les douanes internes de l'Union européenne ont perdu de la force pour permettre aux pays qui font partie de l'Union européenne de se passer des produits plus rapidement, de se les donner. Ben, pas des donner, là, mais pour faire des échanges économiques. Ce qui fait en sorte que les douanes internes sont rendues moins difficiles, je veux dire moins difficiles d'accès, moins observées par les douaniers. En échange, les douanes extérieures sont devenues plus importantes. Là, on ne le voit pas vraiment, là, mais admettons, là, on veut absolument que les douanes extérieures soient efficaces parce qu'on sait que dès qu'un produit rentre dans la zone européenne, bien, il va avoir été observé une fois à la douane externe pour qu'ensuite il puisse passer plus rapidement d'un pays à l'autre. Là, ce que je vous ai montré, c'est que d'un côté, on a le libre-échange qui permet justement que ça va plus vite, vraiment plus vite. Mais en échange, tous les gens qui font partie de cette rangée-là ont dû faire confiance à la personne qui est en avant pour être sûr que leur produit soit bon. Lui, c'est écrit Doritos dessus. Là. Puis, dans le fond, c'était du moutarde Dijon. Parce que, justement, on veut, mettons le Croate, là, qui habite loin, là, en Europe, là. Ici, le Croatie, là. Mettons, là, il y a un sac de Doritos qui part des États-Unis, admettons, qui arrive en France. Là, ils veulent absolument là, qu'en France, ils soient sûrs que ce sac-là, il ne soit pas, je sais pas, contaminé, ou qu'il y a des problèmes, ou peu importe. Puis qu'ensuite, ça passe en camion, Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, vraiment rapidement pour que le Croate, après, il mange ses Doritos vraiment, tu sais, il n'a jamais vu ça de sa vie, là, avant qu'il rentre dans... Ouais, il a peut-être déjà vu ça. Mais, non, mais il va en manger plus souvent, tu sais. Là, il mange ça, puis il dit, ah ouais, j'ai mes Doritos plus souvent maintenant, là, grâce au libre-échange en Union européenne. Alors que, par exemple, ça, comme j'ai dit, c'est pour faire confiance, parce que ceux qui font pas le libre-échange, on dit qu'ils sont protectionnistes, eux, ils ont justement, il y a l'avantage qu'à chaque fois qu'un produit passe d'un pays à l'autre, bien, il a déjà été observé, puis ils peuvent observer par eux-mêmes si le produit a des problèmes. Sauf qu'étant donné qu'on est maintenant en mondialisation, puis qu'on veut faire beaucoup d'argent, puis on veut que ça aille vite, bien, les pays qui font du protectionnisme ont souvent des désavantages économiques. Je vais parler de ça. Une question. Ouais. Ça va peut-être paraître bizarre, là, mais dans le fond, ça a sûrement fait augmenter là, le passage de la drogue, le passage de substances un peu plus illicite. C'est ça, parce qu'on justement, on veut éviter ça. C'est pour ça qu'ils renforcent les douanes extérieures. C'est un excellent exemple. Sauf qu'aussitôt que c'est rendu en dedans, c'est plus facile Ouais, à passer. c'est ça. C'est ça, sauf qu'en même Oh, temps... on en Europe. Oui. On va en France. Hmm? On va dire pour passer en Italie. Oui, exactement. Pour qu'un camion passe en Italie, c'est super plus facile. Le camion, je veux dire, quand il va arriver aux douanes, le camion, il va faire, ah, je sais déjà c'est quelle compagnie, il va laisser passer. On ne checkera pas deux fois. Donc, ça m'amène à la politique de défense commune. Ça, c'est les politiques étrangères et internes. C'est que si un pays dans l'Union européenne et il se fait attaquer, c'est comme quand on fait partie d'un gang. Si un de tes amis se fait attaquer, ben le gang au complet saute dessus. Non, tu t'attaques pas notre ami. Non, mais ça ne se passe pas exactement comme ça, là, mais admettons qu'il y a un pays qui attaque, comme je disais tantôt, le Croate qui mange les Doritos, ben les autres pays de l'Union européenne vont aller l'aider. Sauf que si c'est le Croate qui commence la chose, c'est lui qui attaque, ben l'Union européenne ne l'aidera pas. Elle ne se sentira pas obligée de l'aider. Parce que c'est à cause de lui que le conflit va avoir commencé. Mais exemple que le Croate décide qu'il attaque quelqu'un, la France peut dire je vais aller t'aider. Ça se peut, oui. Ça se peut très bien. Parce que ça se peut qu'il y aille, que ce soit quelque chose de commun, oui, c'est ça. Quelque chose de positif ou c'est jamais positif à la guerre. Voilà, bénéfique pour eux. Donc, ça nous amène à. Oui. Non, là-bas. Ouais. Je suis en train de penser à ça, parce que vous parlez, parce que je me dis, s'il n'y a pas de frontières, que les lois sont un peu pareilles partout, c'est la raison pourquoi il y a des pays, finalement, c'est pour l'identité, pour la culture. Exactement. Sinon, c'est toute la même affaire. Oui, parce que c'est ça, tu allais tantôt dire une question, je vais avoir une question sur la question supra-étatique. C'est que on pourrait se demander, est-ce que l'Union européenne, c'est une super État c'est comme une État qui décide sur les autres États? On pourrait se demander ça, mais
on est en droit de se demander à la fin de l'Union européenne, là, quand ça va faire 100 ans que c'est ensemble, là, est-ce qu'ils vont décider que c'est un seul pays? Ils veulent faire comme les États-Unis, là, ce serait comme les États-Unis de l'Europe. Parce que dans le fond, les États-Unis, ça pourrait juste être comme l'Europe, avec le pays de Washington, le pays de ci, le pays de Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un principe similaire, mais ils sont vraiment pas rendus là dans cette question-là parce qu'au Pays-Bas, il y a genre 70 ans, là, il y a eu des guerres mondiales. Là, et ces gens-là, ils s'entendaient pas tout ensemble avant. Là. C'est tout nouveau qui décide de travailler ensemble. Puis quand vous avez vu avec le travail de la carte, là, on va parler de l'euro tantôt, là, mais tu sais, il y a des pays qui décident de rentrer dans l'euro, il y a des pays qui décident de ne pas rentrer dans l'Union européenne. Fait que c'est encore nébuleux. Là. C'est tous les pays. Tant que des pays décident de rentrer, là, qui sont dans l'Union européenne, décident de donner un pays, ben la Norvège, elle dit quoi? Ben nous autres, on est la Norvège, à côté de l'Union, des États-Unis d'Europe. Fait que là, justement, je vous amène à une question, un point. Le Canada, tout récemment, a décidé avec l'Union européenne, les deux ont décidé de faire du libre-échange sur certains produits. On n'a pas vu encore les résultats parce que c'est tout nouveau. Puis là, ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Là, je vous emmène à une question, c'est est-ce que l'Union européenne devrait intégrer des pays qui sont en dehors de l'Europe? Non. Oui? Non? Juste parce que C'est des questions, ça, c'est une question difficile de même. Ben, Ben, c'est ça. Ça serait plus l'Union parce que européenne. il n'y a pas déjà. C'est pas des pays en dehors de l'Europe, ça fait, mettons, regarde, à côté du Canada, il y a l'île, je sais pas trop quoi, là. Ah, c'est vrai, Ben, tu sais, ça fait partie de la France. Ouais. Donc, Ouais, ben, ça fait partie de la France. c'est dans ce cas-ci. C'est vrai, ça fait partie du continent européen. mais- C'est une question qu'il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas réellement de réponse parce que c'est. Ouais, tu sais, comme, admettons, la Turquie a essayé de rentrer là, dans l'Union européenne, mais il y a une partie de la Turquie qui fait partie du continent européen, puis l'autre partie qui fait partie plus du côté arabe, puis là, ils essaient de rentrer, mais ça marche pas réellement. C'est pas clairement dit que c'est pas accepté, mais ils le feront sûrement jamais parce que la Turquie, comme j'ai dit tantôt, il y a une politique de défense commune, mais la Turquie est à côté des États qui sont des États islamiques. Ces États-là, ben, pas l'État islamique, là, mais des États musulmans qui sont souvent en conflit. Puis ça se peut qu'ils rentrent en conflit avec parce qu'ils font souvent, là, rentrer en conflit avec ces États-là, puis là, ça obligerait l'Union européenne de rentrer là-dedans. Puis ils ne veulent pas parce que on rentrait dans un contexte, un autre genre de guerre mondiale, puis personne ne veut ça. Ça n'a jamais donné des bonnes choses. Mais le but de l'Union européenne, c'est quoi, genre, pour le premier de faire quoi? Ben, tu sais, c'est un peu un effet boule de neige. Au début, c'était OK, on reconstruit l'Europe, mettons après la Deuxième Guerre mondiale. Après, ça marche bien, on va faire du commerce un peu partout pour faire compétition avec la Russie puis les États-Unis. Puis là, après, ben, ça marche vraiment bien. Fait que là, ils font aussi de la politique ensemble. Puis, tu sais, c'est ça, ils n'ont pas. Leur objectif, c'est surtout le maintien de la paix, apport économique, puis politique. Il y a un esprit de cohésion. On va passer à autre chose. On va passer trop là-dessus. Donc, l'euro. Comme vous avez vu avec votre carte, il y a des pays qui font partie de l'euro. Ils ont décidé d'avoir la même monnaie dans cette zone-là. Dans ces pays-là. C'est tous ceux qui ont c'est ceux qui font partie de l'euro. Donc, la zone euro, c'est les pays qui ont tous cette même monnaie-là. Pourquoi l'Allemagne est séparée en deux? C'est quoi une partie bleue, mais une partie bleue? Ah oui, c'est le mur de Berlin. Ok, dans le fond, c'est la date à laquelle ils ont rentré. Ouais, c'est ça. Là. Cette partie-là de l'Allemagne est rentrée très tôt, elle est rentrée dès le départ là, dans la communauté européenne. Okay. Puis quand le mur de Berlin est tombé, ben, l'autre partie de l'Allemagne est rentrée avec le reste de l'Allemagne. Donc c'est ça, là, il y a 28 États qui sont dans l'euro. Il y a 19 États qui sont dans l'euro sur 28 parce que, justement, comme j'ai dit tantôt, il faut que les gens votent pour rentrer dans l'Union européenne, mais aussi il faut que les gens votent s'ils veulent faire affaire avec l'euro ou pas. Il y a des gens qui ont voté en défaveur, puis c'est souvent pour des raisons économiques. Parce que c'est quand même beaucoup de job de changer sa Mais monnaie. tu peux être dans l'Union européenne sans nécessairement utiliser l'euro. Ouais, c'est ça. Quelqu'un sait quel pays est tombé en crise en 2010? Grèce. Ah, c'est ça. Bon. Donc, c'est la Grèce.
La Grèce, c'est une crise de dette publique. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une crise de dette publique? J'imagine que c'est le public qui est en dette. C'est l'État qui est endetté. Hein? Parce que avant même de rentrer dans l'Union européenne, ils étaient endettés. Mais ils ont rentré quand même dans l'Union européenne, ils ont trouvé un moyen, peu importe. Ils ont trouvé un moyen de rentrer dans l'Union européenne. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en choisissant l'euro, ben, ils se sont encore plus mis dans le trou parce que, vu qu'ils sont déjà dans le trou, ils sont déjà endettés, ils font déjà pas assez d'argent pour leur propre économie, ben, l'euro, ça vaut plus cher que qu'est-ce que leur argent valait avant. Fait que là, les gens là-bas, ils avaient déjà de la misère à vivre avec leur propre argent. Puis là, imagine si les produits se mettent à coûter plus cher parce qu'on a changé l'argent pour une autre sorte d'argent qui vaut plus cher. Mais ils font de l'argent aussi en conséquence. Ouais, mais non. Genre, c'est ça le problème, c'est que ça ralentit plutôt l'économie, mais... de laisser en attente, on va pas. Ouais, c'est comme une tâche. Puis ça, c'est une question qu'on pourrait passer, tu sais, juste ça, on peut passer 15 heures là-dessus, mais on ne fera pas ça aujourd'hui. Fait que c'est une dette, c'est une crise de dette publique. Ils ont fait un mauvais choix. Ouais, c'est un mauvais choix. Rentrer dans l'Union européenne, c'était pas un mauvais choix, mais l'euro peut-être nous emmène à la question du redressement pour l'Union, pour la crise de la Grèce. Il y a deux méthodes de redressement qui sont plus connues que les autres. C'est l'austérité et la sortie de l'euro. La sortie de l'euro, c'est une politique de redressement plus de gauche. La gauche qui est plutôt à long terme. Alors que l'austérité, c'est une politique plus de droite qui est à court terme. Je pense que vous connaissez un peu l'austérité. Les coupures de budget. Oui, c'est ça, les coupures de budget. On fait ça, c'est temps-ci au Québec, c'est ça qu'on vit un peu, les coupures un peu partout. Là, je vous demande à vous, là. C'est une question un peu difficile. Quel choisir entre la sortie de l'euro et l'austérité? La sortie de l'euro. Ça dépend. Pas la milieu. Tu sais, si t'es la gauche, tu vas décider, la sortie de l'euro, si t'es la droite, tu vas décider. Ouais. Un truc idéologique. Ça veut pas dire que la sortie de l'euro, ça va marcher. Dans la sécurité du couple, c'est sûr qu'il va y avoir des effets. C'est plus radical, mais... Ça a des effets dessus. Négatif aussi, là, tu sais, ça veut Il y a des effets dans les deux choix. Oui, il y a des effets dans les deux choix. Tu sais, dans la vérité, c'est qu'ils vont essayer des choses, puis quand ils vont voir que ça ne marche pas assez, ils vont essayer dans l'autre. C'est rare qu'un État va complètement faire de l'austérité ou complètement, mettons, la sortie de l'euro. Le but de la sortie de l'euro, c'est pour pouvoir avoir leur ancienne monnaie, pour la rendre moins valorisée, pour faire en sorte que les gens sont plus intéressés d'aller chez eux parce que, admettons, un sac de farine vaudrait moins cher, serait moins coûteux en Grèce. Au départ, c'est sûr que c'est ça, elle coûterait moins cher en Grèce, qui fait en sorte que les gens auraient plus tendance à vouloir acheter en Grèce. C'est sûr qu'au départ, ils font moins d'argent sur chaque chose avec laquelle ils travaillent, mais à la longue, ils peuvent faire un redressement économique. Alors que l'austérité, quand tu coupes un peu partout, ben, tu peux payer tout de suite tes dettes, mais le problème, c'est que une fois que tu as fini de payer toutes tes dettes, ben, tout ce que tu as coupé pour pouvoir payer tes dettes, ben, tu as envie de les revoir, parce que c'est des choses qui sont intéressantes dans ton pays, surtout quand eux, leurs politiques sont de gauche. Dans les politiques de gauche, tu essaies d'avoir le moins de privé possible. Genre, le plus de, mettons, les meilleures fonctions, mettons, la meilleure police, la meilleure blablabla. Puis là, à force de couper là-dedans, mais il essaierait de le revoir après, il faudrait qu'il repaye encore. Fait que c'est tout pour la présentation.